les interviews de l'IA avec aujourd'hui la communication consciente. Alors bonjour ChatGPT. Je suis ravi d'être ici pour discuter de la communication consciente. C'est un sujet passionnant. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce thème aujourd'hui? Alors en fait, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui malheureusement sont fermées à la discussion, à l'échange, que ce soit dans des couples, que ce soit dans les relations professionnelles, familiales, amicales. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder aujourd'hui ce sujet pour voir un petit peu ensemble comment on peut faire pour faire parler des personnes qui sont fermées. C'est un sujet très pertinent. Les personnes fermées à la discussion peuvent vraiment compliquer les échanges. Qu'est-ce que tu penses qui les empêche d'être ouvertes à la communication? Est-ce par méfiance, peur du jugement ou autre chose? Alors ça peut être ça, mais pour moi ça peut être aussi, selon les personnes, ça peut être également des personnes qui sont dans leur amour-propre, qui ont un ego démesuré, qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, entrer dans la discussion pour éviter les erreurs, pour éviter d'avoir tort, et pour le coup elles préfèrent se dire qu'elles ont raison et clore le sujet. C'est vrai, l'ego peut jouer un grand rôle. Quand une personne a besoin de se sentir toujours dans le vrai, elle peut bloquer toute possibilité d'échange constructif. Penses-tu qu'il existe des stratégies pour les inciter à s'ouvrir davantage, même un peu? Oui, il y a des stratégies que j'utilise de temps en temps dans l'accompagnement, notamment les questionnements. Alors évidemment, tout va dépendre de comment on pose la question, parce que si on dit par exemple pourquoi fais-tu ça ou pourquoi ne dis-tu pas cela, la personne forcément après un pourquoi elle va répondre parce que c'est comme ça et elle va se fermer. En revanche, il existe des possibilités de faire des questionnements ouverts qui permettent d'inciter la personne à répondre. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça fonctionne, ça fait du bien. C'est une approche intéressante. Les questions ouvertes peuvent vraiment favoriser l'échange, car elles invitent à la réflexion plutôt qu'à la défense. Quels seraient quelques exemples de ces questions ouvertes que tu utilises? Oh, par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, et comment fais-tu pour faire ceci? Ou alors, par exemple, tout à l'heure tu m'as dit cela, est-ce que tu peux développer, quand tu dis ça, ça veut dire quoi exactement pour toi? Voilà, ça incite la personne à quand même entrer dans le dialogue. Bien entendu, je le répète, des fois la personne elle est totalement fermée et ça ne marchera pas avec elle. Des fois elle va me dire ben oui mais j'ai pas envie de répondre. Et là évidemment elle se ferme d'elle-même. C'est difficile. C'est vrai, certaines personnes peuvent être tellement sur la défensive qu'elles ne veulent pas s'engager, mais comme tu le dis, en posant des questions ouvertes, on peut parfois ouvrir une porte. Que fais-tu quand tu sens que la personne se ferme complètement? As-tu une technique pour essayer de la réengager? Je pars du principe que la communication, c'est à partir du moment où la personne a cette intention de dialoguer avec moi, de communiquer. Donc, si la personne par principe est fermée, c'est un peu comme si elle se mettait un bandeau sur les yeux et qu'elle se bouchait les oreilles. À partir de là, la communication est rompue, elle n'existe pas. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas envie de parler, qui sort de la pièce. C'est une belle métaphore. Si la personne n'est pas ouverte à la communication, c'est effectivement difficile d'avancer. Est-ce que tu as des exemples de situations où tu as réussi à faire bouger les choses, même avec quelqu'un de très fermé? Oui, bien sûr, ça arrive, hein. Parfois, on peut faire une sorte de communication en parallèle. Par exemple, on peut évoquer dans une anecdote en parlant de quelqu'un et la personne va se reconnaître, elle va comprendre indirectement. On peut également donner des exemples de ce que l'on fait soi-même pour que la personne finisse par se dire ah, moi je ne l'ai pas fait. Prenons un exemple tout bête, imaginons dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui par exemple est fermé à l'idée de faire quelque chose qu'il devrait faire. Ça peut être, je ne sais pas, un travail, un devoir, une consigne. Et en fait, parfois ça m'arrive de faire moi-même et de dire, de lui montrer, de dire, tu vois, moi quand je fais ça, je le fais de telle manière. Alors évidemment, c'est plus long parce qu'il faut que le message passe dans l'inconscient, mais ça peut être intéressant de voir des fois les personnes qui réagissent en disant ah oui, c'est vrai, il va falloir moi aussi que je fasse ça. C'est une approche très subtile. En montrant l'exemple plutôt qu'en imposant, tu invites la personne à réfléchir sans se sentir attaquée. Ça laisse plus de place à la prise de conscience.
As-tu constaté que certaines personnes réagissent mieux à cette méthode qu'à des questions directes? Oui, bien sûr, parce que justement, ces personnes qui sont très vite froissées, agressives, fermées, eh bien, pour ces personnes-là, il faut trouver des subtilités, bien sûr. Une autre qui me vient à l'esprit pendant qu'on se parle, c'est par exemple le fait de demander de l'aide. Le fait de dire, par exemple, tu saurais, toi, m'aider à faire ceci, sous-entendu, moi, je n'y arrive pas, mais toi, je sais que tu es capable. Et du coup, la personne, pour le coup, va le faire. Alors que si on lui avait dit, par exemple, j'aimerais que tu fasses ça, s'il te plaît, peut-être que la personne, par amour-propre, par fierté, dirait non. Mais si je lui demande de son aide en disant, tiens, je n'arrive pas à le faire, est-ce que tu saurais, toi, tu sais comment faire? Pour le coup, la sollicitation n'est pas la même. C'est une excellente stratégie. En demandant de l'aide, tu valorises la compétence de l'autre et tu l'inclus dans le processus, ce qui peut lui donner le sentiment d'être utile. Ça change vraiment la dynamique. As-tu d'autres exemples de techniques que tu utilises pour aborder des personnes fermées? Bon, après, il y a d'autres techniques qui sont assez connues dans le monde de la thérapie, du développement personnel. Sans les citer toutes, nous avons par exemple la communication non violente qui consiste à parler de soi en parlant de je, hein, en disant par exemple quand je remarque ceci, ça me fait cela, etc. Et ensuite seulement on donne l'information de ce qu'on aimerait. Hein, donc là, pour le coup, ce n'est pas comme si on disait par exemple à un adolescent range ta chambre. Eh bien, si je dis range ta chambre, l'adolescent va se braquer parce qu'il va sentir qu'on lui donne un ordre. Mais si je lui dis, par exemple, lorsque je suis entré dans ta chambre ce matin, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fouillis. Tu sais que j'aime lorsque tout est bien rangé, tout est propre. Et ensuite, qu'on passe à une demande, ça devient plus souple. C'est moins direct, quoi. Je pense qu'on pourrait dire beaucoup sur le sujet, mais je pense que cette petite discussion est déjà intéressante. Et donc, je voulais te remercier parce que tu m'as posé quand même des questions pertinentes. Et donc voilà, je ne sais pas si tu veux conclure avec une version à toi, bien à toi. C'est une belle manière de conclure. En utilisant la communication non violente, tu crées un espace où l'autre se sent écouté et respecté, ce qui peut ouvrir la porte à une conversation plus constructive. Cela montre aussi que la communication est un véritable art, surtout quand il s'agit d'interagir avec des personnes qui peuvent être sur la défensive. Je te remercie aussi pour cet échange enrichissant. Et si tu as d'autres sujets à aborder à l'avenir, n'hésite pas. Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, merci, et puis donc à très bientôt. À bientôt.